Mettre l'appareil de la main. Voilà. Et super. Merci Florent pour cette introduction. Bonjour à tous et merci à la SFG pour cette invitation à venir vous parler. Je suis ravie d'être à Lyon parmi vous, d'être acceptée par la communauté du glaucome. Et donc on m'a donné ce sujet très large à traiter sur l'épidémiologie des maladies oculaires, donc j'espère que ça va vous intéresser. Alors, donc voici... Non, ça ne marche pas. Voilà. Voici mes liens d'intérêt. Donc je vais faire une première partie de ma présentation sur la fréquence des maladies oculaires et les tendances temporelles. Donc voici une publication très récente qui vient de sortir dans le numéro de ce mois-ci d'Ophthalmology de notre consortium European Eye Epidemiology, ECUB, qui est une méta-analyse de 14 études européennes réalisées de 1991 à 2020 et qui porte sur plus de 55 000 participants. Et vous voyez qu'on a évalué la prévalence du glaucome à près de 3% chez les plus de 40 ans européens et que la part des glaucomes non diagnostiqués d'environ 56%. Donc ça confirme le sous-diagnostic majeur du glaucome dans les populations européennes. Donc j'ai oublié de dire, je vais me concentrer sur les données européennes et françaises. Donc c'est une publication majeure et comme vous voyez, évidemment la prévalence en orange du glaucome augmente très fortement avec l'âge et atteint presque 12% chez les plus de 85 ans et également la fréquence des glaucomes non diagnostiqués en bleu augmente également avec l'âge, même si la part dans le total des glaucomes baisse plutôt avec l'âge. Donc il y a vraiment un problème de sous-diagnostic du glaucome, on le savait déjà, mais cette publication majeure vient le confirmer. Dans la même publication, donc, les auteurs évaluent le nombre de cas de glaucome en Europe de l'Ouest à 12,3 millions en 2024 et ça devrait augmenter à 13,5 millions d'ici 2050. Donc précédemment, en 2017, on avait déjà publié dans Ophthalmology la prévalence de la DMLA en Europe. Alors comme vous voyez, en fait, on avait fait sur 2 périodes les études datant d'avant 2006 et après 2006. Et donc pour ce qui est de la DMLA précoce, qu'on appellerait plutôt maintenant DMLA intermédiaire, les 2 périodes étaient à peu près équivalentes, tandis que pour la DMLA avancée, après 2006, la fréquence était plus faible par âge. Ce qu'on n'explique pas très bien, mais qui pourrait être dû notamment au traitement anti-VEGF qui rendent le diagnostic photographique de DMLA néovasculaire un petit peu plus compliqué. Et en tout cas, les auteurs avaient fait des projections, donc une première projection si la prévalence reste stable par âge, et on voit que dans ces cas-là, évidemment, le nombre de cas va augmenter avec le vieillissement de la population, mais que même dans le cas où la prévalence diminue, comme on l'a observé, le nombre de cas totaux en Europe devrait continuer à augmenter pour la DMLA, ou en tout cas pour la DMLA avancée, ou se stabiliser, dû donc à 2 effets contradictoires, qui est la baisse de la prévalence par âge, mais l'augmentation du vieillissement de la population, l'augmentation des personnes âgées. Et en France, donc, on a publié avec Catherine Creusot en 2022 une étude sur la DMLA néovasculaire traitée par injection intraoculaire d'anti-VEGF dans le SNDS, le Système national des données de santé, qui collige les données de l'ensemble de la population française, presque 70 millions de personnes. Et on a évalué qu'en 2018, il y avait 276 000 cas prévalents et 39 000 cas incidents de DMLA néovasculaire traités. Et en fait, le nombre de cas était stable sur la période 2008-2018, ce qui finalement conforte un peu les observations de notre étude européenne. Et ce qu'on voit aussi, c'est une distribution géographique un peu surprenante, avec ici les taux d'incidence standardisés sur l'âge et le sexe, qui montrent que il y a plus de cas en Bretagne et dans le sud-est, ce qu'on n'attendait pas vraiment et qu'on n'explique pas non plus totalement. Donc ça pose aussi des questions pour les épidémiologistes que nous sommes. Alors concernant la rétinopathie diabétique, une étude similaire a montré qu'en 2018, sur le SNDS, il y avait 46 000 cas prévalents d'œdème maculaire diabétique traités et 104 000 cas prévalents de rétinopathie diabétique proliférante traitée. Et comme vous voyez, en gris, l'incidence de la rétinopathie diabétique proliférante est à peu près stable, tandis que l'incidence
de l'OMD traité a beaucoup augmenté depuis 2012, qui est bien sûr lié à l'introduction des nouveaux traitements par anti-VEGF dans l'OMD. Donc ce n'est pas l'OMD lui-même qui augmente, mais le traitement évidemment. Et bien sûr tout ça dans un contexte d'augmentation du nombre de diabétiques. Vous voyez cette étude à droite de la Fédération française des diabétiques qui nous montre qu'on a dépassé les 4 millions de diabétiques en France, donc vraiment un problème majeur de santé oculaire. Alors avec Aude Couturier et Abir Zurek de la Riboisière, on a montré également, toujours sur des données du SNDS, que le suivi ophtalmologique des diabétiques reste insuffisant en France, avec un suivi annuel qui n'atteint pas les 50%, et qui, comme vous le voyez, est désespérément stable depuis 2010, avec un petit trou au moment du Covid, qui n'est pas si important que ça finalement, mais une grande stabilité, donc on n'arrive pas à améliorer ce suivi ophtalmologique des diabétiques. Le nombre de chirurgies de cataracte augmente aussi en France, vous le savez. On a dépassé le million d'opérations annuelles en 2022 et en 2024, on avait atteint 1,1 million. Donc il y a beaucoup de travail pour les chirurgiens ophtalmologiques. Et concernant, bien sûr, pour finir, la myopie, comme vous savez, augmente énormément dans le monde. Dans cette publication de méta-analyse mondiale de 2016, les projections donnent un humain sur 2 sera atteint de myopie en 2050, près de 5 milliards d'humains. Ça fait beaucoup de monde, ça fait beaucoup de lunettes à prévoir et de lentilles et de chirurgie réfractive. Et ce qui est plus inquiétant encore, c'est l'augmentation encore plus rapide de la myopie forte, qui devrait atteindre 1 milliard d'êtres humains en 2050. Ça fait beaucoup de monde et beaucoup de complications à prévoir de la myopie forte. Et vous voyez que dans certaines villes asiatiques, déjà à l'heure actuelle, près de 20% des jeunes sont atteints de myopie forte. Donc vous voyez, c'est 21% en Corée du Sud, 19,5% à Shanghai, 20% à Taïwan. Enfin, c'est très inquiétant d'avoir 20% d'une population qui est atteinte de myopie forte. Et donc nous, on suit un peu cette courbe. On est dans des augmentations plus faibles, mais déjà assez inquiétantes. Donc là, c'est toujours une méta-analyse de notre consortium européen ECUBE. Et vous voyez que dans cette méta-analyse qui porte sur 60 000 participants, on estimait qu'environ 47% des jeunes âgés de 25 à 29 ans étaient atteints de myopie en Europe, et qu'au total, on avait 227 millions de myopes en Europe. Donc on voit aussi qu'on a des intervalles de confiance assez grands chez les jeunes, parce qu'en fait, la plupart de nos études épidémiologiques portent chez les personnes âgées. En France, cette étude de l'équipe de Nicolas Levéziel, qui a porté sur 100 000 consultants dans 4 centres Point Vision en France, retrouve les mêmes chiffres avec environ 50% des jeunes de 20 à 29 ans atteints de myopie, avec la limite qu'il s'agit de consultants d'ophtalmologie chez l'ophtalmo, donc potentiellement une surreprésentation des troubles réfractifs. Donc on n'a pas vraiment de chiffres de prévalence en population générale en France. Donc la deuxième partie de ma présentation va porter sur les déterminants de la santé oculaire. Donc sur quoi pourrait-on agir pour contrebalancer cette augmentation prévue des maladies oculaires dans nos populations? Tout d'abord, bien sûr, c'est le vieillissement. Et donc vous voyez ici les projections de l'INSEE. Alors en fait, le nombre de personnes âgées va beaucoup augmenter, mais ce qu'on voit, ce qui va le plus augmenter, c'est les 85 ans et plus dans les prochaines décennies, qui vont augmenter de manière vraiment très importante. C'est les baby-boomers qui atteignent les âges très élevés. On l'a vu, ce sont ceux qui ont les taux de prévalence des maladies oculaires les plus importants. Donc c'est vraiment ce qui drive l'augmentation des maladies oculaires. Pour ce qui est des 65-74 ans, ça va être relativement stable, vous le voyez. Et pour les 75-84, il y a quand même une augmentation d'ici 2030, puis après une stabilisation. Ensuite, donc, on a le rôle du mode de vie qui est vraiment majeur dans la santé oculaire, à commencer par le tabagisme, qui est une exposition qui reste très fréquente, avec 31% des Français âgés de 18 à 75 ans qui étaient fumeurs en 2023. C'est dramatique, c'est vraiment dommage qu'après des années et des années de prévention, on en soit encore là en France. On n'est pas très bon en termes de prévention. Donc ça augmente le risque de DMLA avancé. Je rappelle que le risque est multiplié par 3 chez les fumeurs, par 5 chez les gros fumeurs. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une réduction du risque après l'arrêt du tabac, mais sur une diminution assez lente qui se fait sur 20 ans.
De la même façon, on a une augmentation du risque de cataracte nucléaire et sous-capsulaire postérieure. Et pareil, on observe aussi au niveau épidémiologique une réduction du risque après l'arrêt. Et enfin, concernant le glaucome, j'avoue que les données sont moins claires et peut-être moins nombreuses, mais il y a un certain nombre d'études assez récentes qui montrent une association de l'intensité du tabagisme, mesurée en paquet année, avec la progression du glaucome. Chez les gens qui sont déjà atteints de glaucome, on va avoir une progression plus rapide chez les fumeurs en termes de champ visuel et de RNFL. Et on voit aussi une réduction de la progression après l'arrêt du tabac, à nouveau sur un temps long, sur 25 ans. Donc en fait, je pense que le message de santé publique, c'est que quand on est fumeur, faut arrêter tôt dans la vie de fumer, idéalement avant 50 ans, avant d'être atteint par ces pathologies qui peuvent atteindre notre vision. Et bien sûr, éviter de fumer à tous âges si c'est possible. Ensuite, un deuxième déterminant de mode de vie, c'est bien sûr l'alimentation. Et ici, dans le projet européen High Risk, une publication de 2019 de Bénédicte Merle de mon équipe, on a montré que le profil alimentaire de type méditerranéen, qui combine des fortes consommations de fruits et légumes, de céréales, d'huile d'olive, de poissons et de faibles consommations de viande et de produits laitiers, ce profil alimentaire méditerranéen, il est associé à un risque de développer une DMLA avancée diminuée de 41%. Ce n'est pas du tout négligeable au regard de l'efficacité de certains traitements et aussi de l'absence de traitement pour la DMLA atrophique. Vous voyez que cette étude est réalisée dans l'étude de Rotterdam en Hollande et dans l'étude Aliénor à Bordeaux. Et dans chacune des études, vous voyez que ceux qui adhèrent peu à ce profil alimentaire méditerranéen, en rouge, ont un risque de développer pendant l'étude une DMLA avancée qui est beaucoup plus important que ceux qui adhèrent fortement à ce profil alimentaire méditerranéen en vert. Donc ces résultats, ils ont été confirmés dans de nombreuses études, des études américaines, AREDS, AREDS 1 et 2, CAREDS, une étude européenne, EURAI, dans 7 pays européens, et l'étude de Coimbra au Portugal. Donc c'est un résultat vraiment très robuste et très reproductible dans la littérature épidémiologique. Et ici, je vous ai mis un article qui fait le point sur le rôle de la nutrition dans la DMLA, qui a été écrit par Bénédicte Merle de mon équipe dans EMC Ophtalmologie 2022, et qui reprend tous ces résultats très robustes sur l'alimentation de type méditerranéenne et les nutriments clés pour la DMLA, que sont les oméga 3, certaines vitamines et les caroténoïdes, lutéine et zeaxanthine. L'alimentation, elle joue aussi sur la rétinopathie diabétique, au-delà du contrôle du diabète, et notamment avec ces résultats de l'essai randomisé Predimed en Espagne, qui a montré qu'un régime alimentaire méditerranéen était associé à une diminution de 40% du risque de développer une rétinopathie diabétique par rapport au régime standard, pauvre en graisse, dans 2 groupes randomisés. Donc c'est vraiment une démonstration importante publiée dans Diabetes Care en 2015. Et concernant le glaucome, en fait, il y a peu de données sur alimentation et glaucome. Je pense que l'idée que ça puisse se jouer sur le glaucome est plus difficile à faire accepter. Vous avez ici une publication récente de la Rotterdam Study, où ils ont étudié le profil alimentaire MIND, qui est un profil alimentaire qui a été développé pour la prévention de la démence et des maladies cérébrales, donc de la neurologie, et qui est un peu différent du régime alimentaire, notamment parce qu'il introduit certains aliments comme les baies qui ne sont pas dans le profil alimentaire méditerranéen. Et donc ils ont montré que ce profil alimentaire était associé à un risque diminué de 20% de développer un glaucome à angle ouvert. Et les éléments clés étaient les légumes verts à feuilles, le poisson, et justement les baies, fraises, framboises, myrtilles, qui semblaient protectrices. Donc ça nécessite vraiment d'être reproduit dans d'autres études, parce que pour l'instant, il y a quand même peu d'études dans le glaucome. Et puis bien sûr, il y a tout ce corpus de littérature scientifique qui se développe sur les vitamines du groupe B dans le glaucome, notamment après la publication du New England Journal of Medicine de 2017, et un certain nombre d'études depuis qui montrent des associations potentielles entre notamment la vitamine B3, mais aussi B5 dans le glaucome. Le mode de vie, c'est aussi l'exercice physique, et finalement, moi, je n'étais pas trop convaincue, mais finalement, les études récentes montrent qu'il pourrait avoir un rôle dans la DMLA, avec une méta-analyse de 9 études épidémiologiques publiées en 2017 qui montraient un risque réduit de DMLA avancé de 40% chez les gens qui sont actifs physiquement et de 8% pour la DMLA précoce.
Et ça a été confirmé dans une étude de notre consortium européen ECUBE, donc une étude multicohorte qui combinait les données individuelles de 14 000 personnes de 7 études longitudinales en population et qui montrait que les personnes qui sont très peu actives physiquement avaient un risque augmenté de 19% du risque de DMLA précoce, mais pas d'association significative avec la DMLA avancée. Et enfin, cette étude génétique de randomisation mendélienne qui montre que l'exercice physique modéré à intense prédit génétiquement était associé à un risque de DMLA diminué de 23%, donc ce qui tend à laisser penser que ces associations épidémiologiques sont de nature causale. Alors dans le glaucome, à nouveau peu de données, mais vous avez cette étude de 2021 publiée dans Ophthalmology, où en fait ils ont mesuré l'activité physique à l'aide d'un capteur au niveau de la taille, chez des patients qui étaient tous atteints de glaucome, ils ont montré qu'il y avait un lien entre exercice physique et sévérité du glaucome avec les patients qui avaient une atteinte du champ visuel plus importante, qui étaient moins actifs, qui marchaient moins, qui avaient une activité physique plus fragmentée. Et vous voyez ici en gris clair les personnes avec les champs visuels les plus atteints qui effectivement marchent moins dans la journée, en particulier en milieu de journée. Bon, il faut juste être un peu attentif que ça pourrait être une causalité inverse, que peut-être que parce qu'ils ont des déficiences visuelles, ça induit moins d'activité physique. Bien sûr, l'exposition au soleil joue sur la santé oculaire. Et là, vous avez une étude de global burden, de fardeau mondial dû à l'exposition aux ultraviolets, où on voit que, bien sûr, ce qui joue le plus, c'est les mélanomes cutanés, les coups de soleil, mais aussi la cataracte corticale, bien sûr, ainsi que d'autres pathologies oculaires, mais qui ont un poids moins important en termes d'années de vie en bonne santé perdues. Et les auteurs soulignaient que malgré tout, il faut trouver la balance, puisqu'en fait, trop peu d'exposition au soleil peut également entraîner des déficiences en vitamine D et des problèmes de santé osseuse. Et c'est renforcé par le fait que maintenant, on sait que l'exposition à la lumière extérieure peut permettre de prévenir la myopie chez les enfants. Et donc, ici, c'est un essai chinois publié dans le JAMA en 2015, pas le JAMA ophtalmologie, le JAMA tout court, c'est impressionnant, où en fait, donc c'était dans des écoles chinoises, ils avaient randomisé 12 écoles, 6 écoles qui avaient 40 minutes par jour d'activité à l'extérieur pour les enfants, et 6 écoles qui avaient le programme habituel, et ils ont fait ça pendant 3 ans. À la fin des 3 années, dans le groupe intervention, il y avait 30% de myopes, dans le groupe contrôle, il y avait 39% de myopes. On voit que c'est très efficace de mettre les enfants à l'extérieur pour prévenir la myopie. Et ça, c'est dans certains pays asiatiques, c'est devenu des programmes de santé publique au niveau du pays entier. Donc c'est le cas à Taïwan avec ce programme de prévention Tian-Tian à l'échelle nationale. Et vous voyez qu'en fait, depuis 2001, ils essayaient de faire des choses. Ils disaient aux enfants de regarder à distance, ils faisaient des exercices oculaires, ils adaptaient la luminosité des salles de classe, etc. Et ça n'a eu aucun effet. La prévalence de la myopie continuait à augmenter dans ce pays de 2001 à 2010. En 2010, ils ont rajouté des activités à l'extérieur dans les temps scolaires. Et vous voyez qu'ils ont réussi à inverser la courbe et à diminuer la fréquence de la myopie dans leur pays à l'échelle nationale. C'est très impressionnant. Donc effectivement, il ne faut pas trop d'ultraviolets, mais il ne faut pas non plus trop peu d'exposition au soleil. On est, comme certains disent, on est une espèce héliotrope. On aime le soleil, il ne faut pas s'en priver complètement. Donc il faut trouver la bonne balance. Alors, on ne comprend pas très bien non plus en fait, comment ça marche. Au départ, on était focalisé plutôt justement sur les distances de lecture, ce qui reste vrai, hein, c'est aussi un facteur mais un peu plus modéré, et notamment on s'inquiète beaucoup des distances de focalisation très réduites pour les tablettes et pour les smartphones qui sont très utilisés par les enfants des nouvelles générations. Et concernant la lumière naturelle, il y a des hypothèses sur le fait que la luminosité elle-même est beaucoup plus forte à l'extérieur et que ça pourrait entraîner des mécanismes impliquant la sécrétion de dopamine sur la croissance de l'œil. Il y a aussi des hypothèses sur le spectre lumineux. Et puis enfin, il y a des hypothèses sur la complexité de l'image. Parce qu'en fait, dans un environnement construit par l'homme, donc l'environnement intérieur, mais également l'environnement urbain, on a beaucoup d'horizontales et de verticales. Hein, vous le voyez dans cette pièce. C'est un modèle de myopie chez le chat. Et par contre, dans un environnement naturel, on va avoir une complexité de l'image beaucoup plus importante, comme ici dans une forêt. Donc en fait, ça, c'est des hypothèses, mais c'est des choses qu'on va essayer d'aborder au niveau de la recherche. Et enfin, pour terminer, et l'environnement, est-ce que ça joue sur la santé oculaire? Donc ça, c'est des questions très récentes qui sont liées au développement d'outils
par les spécialistes de l'environnement qui ont permis par exemple ici de cartographier la pollution atmosphérique, l'exposition aux particules fines à l'échelle de toute l'Europe de l'Ouest à une résolution de 100 mètres par 100 mètres. Donc vous voyez qu'on a les données sur toute l'Europe de l'Ouest avec des hotspots dont la région parisienne. Et que par contre, chez nos participants bordelais, vous voyez que d'une rue à l'autre, si on est à côté d'un parc, sinon on est dans une petite rue, si on est le long d'une grande avenue, l'estimation de la pollution va être précisément prédite. Donc ça permet des analyses très fines sur le rôle de la pollution atmosphérique dans nos études en population. Et il faut souligner qu'en 2022, ces études notaient que 95% des populations urbaines européennes sont exposées à des niveaux dépassant les recommandations de l'OMS. Ça s'est aggravé depuis puisque l'OMS a baissé en fait ses seuils recommandés. Donc nous avons montré avec Laure Guéraud, qui est postdoc chercheuse dans mon équipe, que la RNFL s'amincit beaucoup plus vite chez les gens qui sont exposés à la pollution atmosphérique. Donc ici, si les personnes qui sont exposées à 25 microgrammes par mètre cube de particules fines, vous voyez en rouge, on est accélération de la perte des fibres nerveuses rétiniennes par rapport aux gens qui sont exposés à 20 microgrammes par mètre cube. Et 25, c'est le niveau justement recommandé au niveau européen. Sachant que ce que recommande l'OMS, c'est 10. Donc on est tous au-dessus. Et donc ces données sont cohérentes avec plusieurs études au Royaume-Uni, au Canada, à Taïwan et en Chine qui montrent qu'un risque de glaucome augmenté chez les personnes les plus exposées à la pollution atmosphérique. Donc ça c'est nouveau, c'est encore un peu fragile au niveau méthodologique. On a besoin d'accumuler des données, mais c'est vraiment très frappant. Et c'est la même chose dans la démence en fait. Donc on voit que probablement que la pollution atmosphérique joue beaucoup sur les maladies neurologiques en fait, neurodégénératives. On a aussi montré un surrisque de cataracte, ici plutôt pour les gens exposés à plus de NO2 plutôt que les particules fines. Et pareil, c'est assez cohérent avec d'autres études. Donc en conclusion, tout d'abord, le nombre de patients atteints de maladies oculaires, il va être en hausse dans les prochaines décennies, toutes les études le disent. Donc il y a beaucoup de travail pour les ophtalmologistes. C'est une bonne nouvelle, en espérant que vous soyez assez nombreux pour faire face à la demande. On voit aussi qu'on a un dépistage d'ophtalmologistes qui reste insuffisant, notamment pour le glaucome et pour le diabète. Pour ce qui est de la DMLA et du mode de vie, je voudrais dire qu'il est temps d'agir. Maintenant, les données observationnelles sont extrêmement robustes. On sait ce qu'il faut faire. Une grande partie des cas de DMLA avancés sont évitables. Alors même si on a des traitements efficaces pour la DMLA néovasculaire, on continue à n'avoir aucun traitement pour la DMLA atrophique. Et en plus, on pourrait faire des économies potentiellement importantes sur les coûts directs. Je rappelle que Eylea et Lucentis sont 2 des 20 médicaments les plus coûteux pour la sécurité sociale en France. Et qu'à eux deux, ils représentent plus de 800 millions de dépenses par an. Et aussi sur les coûts indirects en termes de dépendance et de perte de qualité de vie. Et pour ça, on a besoin de recherche interventionnelle pour arriver à mieux conseiller, notamment les patients atteints de DMLA précoce et intermédiaire, pour essayer d'éviter le passage en DMLA avancé. Et puis, il y a aussi beaucoup de travail pour les chercheurs, pour mieux consolider les données sur mode de vie et glaucome. On voit qu'on a moins de choses que pour la DMLA et la cataracte aussi. Sur l'exposition au soleil, trouver le bon équilibre. Sur mieux comprendre et mieux décrire les relations entre mode de vie et myopie, notamment dans les populations européennes où on a très peu de données. Et pour ça, on va monter une étude, on va monter une nouvelle étude épidémiologique qui s'appelle Clémence et qui portera sur 5000 enfants français de 6 métropoles françaises. Et enfin, on va pouvoir explorer de manière plus large les relations entre environnement et santé oculaire grâce aux nouveaux outils, donc sur les autres expositions environnementales comme les espaces verts et bleus, les pollutions industrielles et agricoles, les produits chimiques présents dans notre alimentation et les expositions professionnelles. Voilà, je vous remercie pour votre attention.